En 1974, Anatole Rapoport, grâce à des études théoriques et empiriques, confirmées par 2 tournois gagnés en 1979, déduit l'idée que la manière la plus efficace de se comporter vis-à-vis d'autrui est de se comporter comme suit. 1. Attitude de coopération. Dans un premier temps, lorsque l'individu ou un groupe rencontre un autre individu ou groupe, il a tout intérêt à lui proposer une alliance. 2. Attitude de réciprocité. Dans un second temps, en vertu de la règle de réciprocité, il convient de donner à l'autre en fonction de ce que l'on en reçoit. Si l'autre aide, on l'aide en retour. Si l'autre agresse, il faut répondre en l'agressant à son tour, au coup suivant, de la même manière et avec la même intensité. Dans un troisième temps, il faut pardonner et offrir de nouveau la coopération. Il s'agira ici de réciprocité, n'y vois rien de personnel. Bon alors déjà on va passer sur les surnoms, parce que j'arrivais pas vraiment à choisir entre Jean Tronche défoncé et Stéphane. Tu préfères lequel? D'être malhonnête. Ça en parle. Les pires crapules qui existent au monde. Malhonnête? Tu parles de malhonnêteté? Attention Jean-Honche, tu sais, si tu accuses les autres de quelque chose, ça peut se retourner contre toi. Note-le bien pour la suite. C'est au moins la 3e ou 4e vidéo où il parle de moi et donc au bout d'un moment, ça devient chiant. Celle-ci là que tu vois en ce moment, c'est la 3e vidéo que je tourne spécifiquement à ton sujet. Et j'espère que ce sera la dernière. C'est que t'essayes de me faire passer pour quelqu'un qui ne maîtrise pas son sujet. Ça ne veut pas dire que c'est un mauvais gars ou un mauvais coach, soit dit en passant, car un avis ne veut rien dire de ses méthodes de travail. Première instance de malhonnêteté. Malhonnête. Mais t'inquiète, va y en avoir d'autres. Déjà ça commence par un placement de produit. Faire une vidéo sur quelqu'un pour placer directement un produit, c'est pas ouf. Tu sais, ça dure 5 secondes et c'est toujours au début de mes vidéos. Je vais pas changer spécifiquement pour toi. En fait, je vais t'expliquer, mais je pense que tu le sais déjà, les gens regardent plus le début que la fin d'une vidéo. Donc je leur rappelle juste que ça existe. Quant au produit en lui-même, j'ai absolument aucune honte à le placer puisque je juge qu'il est de bonne qualité. Donc en faisant ce placement de produit, puisque ça en reste un, en fait, je pense que je donne une opportunité aux gens d'avoir des produits moins chers de bonne qualité. Et on n'a même pas commencé le cœur de la vidéo pour le moment. Une plus grande amplitude, ce qui, oui, mécaniquement augmente le risque de blessure par rapport au développé couché ou décliné. Par ailleurs, on reporte très peu de cas de blessure directement sur les muscles deltoïdes. Hors sujet, c'est très intéressant, mais je n'ai jamais dit dans ma vidéo que le développé incliné ne développait pas les deltoïdes antérieurs. Ou en tout cas, je ne l'ai pas dit pour une majorité de personnes. J'ai surtout dit qu'il développait aussi chez certaines personnes, dans certaines conditions, le faisceau claviculaire des pectoraux. Par conséquent, qu'on ne pouvait pas le considérer comme contre-productif dans l'absolu. Et toi, quand tu vas faire de l'incliné, tu vas avantager ton putain de deltoïde antérieur. Eh bien non. Ici on pourrait croire que je me contredis et j'avoue j'ai pas été le plus clair du monde. C'est ma faute donc je vais repréciser. Oui mais pas au point d'en faire un exo contre-productif pour le haut de pec. Voilà, désolé si ça t'a fait tiquer, j'ai fait une erreur de communication. Mais quand tu vois tout le reste de la vidéo avec honnêteté, c'est facile de le déduire. Et je voudrais introduire ici la notion d'homme de paille. Soit tu n'as pas compris ma vidéo, ce qui est possible, soit tu as choisi de ne pas la comprendre. Ce qui serait malhonnête. Malhonnête. Ça serait cocasse de la part de quelqu'un qui le reproche aux autres, pas vrai? Trêve de plaisanterie, en l'occurrence, je pense que c'est un bon gros mélange des deux pour te donner la part belle. Mais ça ne t'empêche pas de faire un quasi total hors sujet. Tu parles un peu plus loin d'une copie de français, moi je préférerais la philo. Tu fais donc un homme de paille. Tu prends un argument que je n'ai pas énoncé, ou au moins sur lequel je n'ai pas construit ma vidéo, pour le discréditer. C'est plus facile comme ça, non? Je t'attribuerai donc des points homme de paille à chaque fois que tu le fais. On va voir où ça nous mène. Ah, et l'inverse, c'est un homme de fer. C'est prendre le point central d'un argument, sa version la plus forte, et la démonter. Quand je le ferai, je le soulignerai. Parce qu'au pire, ça voudrait juste dire que l'incliné fait trop bien travailler les pectoraux. Tu sais, mettre des images et des vidéos de Rizitas n'empêche pas mon argument d'être valide. Je maintiens, si un exercice surétire un muscle, alors il est trop efficace. Et note bien le trop, parce que je pense que ça t'avait échappé au premier visionnage. En tout cas, d'après Chris Burtsley. Espèce de petit gros larve. Et c'est le faux pas. Quand on ne se réfère qu'à Gundil et Delavier, bien que ce soit de bons auteurs, forcément on finit par manquer un petit peu de culture quand même. Chris Burtsley, en l'occurrence, n'est pas le footballeur que du site. C'est un autre gars, un homonyme, qui produit un contenu prolifique dans le monde de la musculation. C'est par exemple le principal théoricien instigateur du modèle des effective reps, ou répétition efficace, je crois. Bon, je ne vais pas te faire ton éducation complète, j'ai pas vraiment le temps. Juste sache que c'est encore une fois soit de l'ignorance, soit de la malhonnêteté. Dans un cas comme dans l'autre,
c'est pas top. Malhonnête. C'est un peu dur quand même quand on se réclame rigoureux et qu'on n'avait qu'à aller plus loin que la recherche Google de 2 minutes. Qui stipule en gros que lorsqu'un muscle est trop étiré ou trop raccourci, il est moins capable d'exprimer sa force, et donc moins bien sollicité. Et si on prend le cas du développé incliné, le pec va être rapidement surétiré par rapport au deltoïde antérieur qui lui sera toujours, rappelle-toi je t'ai dit que les deltoïdes, on avait du mal à les surétirer à l'entraînement, et bien lui il sera toujours en position de force. Oui, donc dans ce cas-là, si la relation tension-longueur est le facteur déterminant pour l'hypertrophie, alors pourquoi on ne fait pas que de l'isométrique à une longueur optimale du muscle? C'est ça qui devrait faire le plus grossir les muscles, non? Et oui, la réponse c'est que c'est plus compliqué que ça. Que du coup, la charge employée sera trop faible pour stimuler une croissance musculaire, ou que d'autres muscles qui eux sont toujours en position de force prendront le relais. Encore une fois, tu démontres toi-même ton savoir lacunaire sur le monde de la physiologie. La relation tension-longueur, elle s'exprime comme ça exactement. Par exemple, ils vont piocher une étude qui les arrange pour leur vidéo, alors que 10 autres à côté ont un résultat complètement contraire. Malhonnête. Tu vois là ce bout? C'est la force des éléments passifs d'un muscle, comme la titine par exemple, que tu ne cites volontairement pas. Ah, au fait, tu gagnes un point homme de paille pour m'avoir parlé de la relation tension-longueur du deltoïde avant, alors que je n'ai jamais dit que ça ne développait pas tes deltoïdes avant. Bah là, si je regarde, on voit que Nassim a fait 2 vidéos d'entraînement sur le sujet, donc bravo Nassim, félicitations, ainsi que Jean dans stagnation. Alors que le haut de pec, bah les résultats ils n'en finissent plus. Ok, je suis d'accord, t'avais raison s'il s'agissait d'avoir un équilibre entre les deux. Permets-moi de te faire une petite explication sociologique à la Delavier en 2 secondes comme ça. Je ne sais pas si un nombre similaire de vidéos sur les ischios existe. Je pense déjà que ça n'est pas le cas, comme tu le dis, mais qu'en plus et surtout, ça vient simplement des attentes du public. Si plus de gens cliquent sur des vidéos qui concernent le haut de pec, bah forcément, YouTube va les mettre en avant et les youtubeurs vont faire des vidéos dessus. Simple, basique. Ce dessin, comme tu dis, montre très bien par A plus B que les fibres de la portion claviculaire sont les plus dans l'axe du mouvement, et ce, quelle que soit la génétique de l'individu. Franchement, si tu veux, écoute, pour moi, ça n'est pas le cas. Les fibres seraient bien plus dans l'alignement si la position de l'humérus était comme ça. Position d'ailleurs qu'on adopte plus naturellement à l'incliné. Là, pour moi, le mouvement est centré sur tout le pec, mais comme tu le dis dans ta vidéo d'ailleurs. Mais en fait, je m'en fous, parce que c'est encore un homme de paille. Je t'ai jamais dit que le couché ne faisait pas travailler le haut de pec. Pas convaincu ? Attends, je mets le passage. Là, l'activation totale a été similaire entre les deux développés. J'ai dit en revanche que le haut de pec était plus travaillé sous certaines conditions à l'incliné. Mais t'inquiète, on va y revenir. Nous permettent maintenant de calculer les forces qui s'appliquent en biomécanique. Cool! Et sinon, tu savais que les choses n'étaient pas aussi simples en biomécanique? C'est pour ça que je te parlais de dessins pas forcément significatifs. Prenons une de tes idoles, Michael Gundil, qui ne cesse de répéter que le hip thrust, ça ne lui fait travailler que les lombaires. Moi je sens que les lombaires, mais... Pourtant, l'axe des vecteurs de la Chine ancienne dit que ce devraient être ses fessiers, beaucoup plus développés, qui devraient prendre le relais. Non? Parce qu'en fait, selon les individus, le passé sportif, ça change. L'innervation des fibres qui va forcément affecter ta coordination intra- et intermusculaire va faire que ta connexion corps-esprit pourra solliciter les muscles alors que peut-être que d'autres auraient des leviers plus avantageux. Je schématise bien sûr pour la compréhension de tout un chacun, d'autres éléments rentrent en compte. Et le coup des mecs qui bossent sur les EMG, c'était pas un argument d'autorité peut-être? Si tu veux, c'est un argument d'autorité. Mais bon, quand tu considères que tout un pan de la communauté scientifique reconnue n'est pas une autorité suffisante, il faut te poser des questions, mon petit. Alors qu'en plus, tu crois que la médecine se pète les couilles à faire des EMG pour du bodybuilding? Ah, un autre homme de paille, ça m'avait manqué. J'ai pas dit que la médecine avait spécifiquement développé l'EMG pour la musculation. Qui ont développé l'utilisation des EMG pour la musculation. Ça veut simplement dire que des scientifiques ont développé l'utilisation de l'EMG pour la musculation. Si tu préfères, parce que je pense qu'il faut faire des phrases simples pour éviter l'homme de paille avec toi, il y a certains scientifiques qui se sont adonnés à élargir l'utilisation de l'EMG à la musculation, qui ont fait leurs recherches en particulier là-dessus. Et pour n'importe qui avec 2-3 notions d'analyse du mouvement, ce schéma, aussi simple soit-il, montre tout. Je sais pas, lance-toi dans ta théorie mec, si tu penses que tout fonctionne comme ça, si t'arrives à le démontrer, peut-être que t'auras un prix Nobel. Pour rappel, en musculation, on travaille avec des intensités élevées. Pour rappel, en musculation, on travaille avec tout type d'intensité. Ça dépend surtout du type d'exercice que tu veux bosser. Toi, tu parles de la majorité des exos, et je suis d'accord avec toi sur ce point. Mais comme dans ma vidéo originale, le but c'est d'apporter de la subtilité. Seuls les sites sont aussi absolus, et on sait comment ils ont fini. Moi j'aime bien aller à l'échec en musculation parce que c'est le seul moment où je rate quelque chose. Ah, tu penses vraiment que t'as réussi ton argumentation jusqu'à là? Bon ton étude en fait elle se retourne contre toi. Elle me contredit en quoi l'étude? T'es encore une fois dans l'homme de paille. Je n'ai encore une fois pas dit dans le fond de ma vidéo que le deltoïde avant n'était pas plus stimulé sur l'incliné que le faisceau claviculaire. Donc là on a un petit problème de rapport risque-bénéfice. Et pourquoi on aurait ce problème de rapport risque-bénéfice?
Explique-moi. On pourrait avoir un problème d'efficacité, ceci dit. Ça se discute, et je veux bien l'entendre, mais pas de risque. Tu vas avantager ton putain de deltoïde antérieur qui est toujours voué à être plus fort et plus puissant et plus activé que ton vieux haut de pec. À réécouter, j'avais probablement mal interprété cette partie de la vidéo. Si ce que tu voulais dire c'était que le deltoïde antérieur serait plus activé, et pas que ce serait totalement inefficace pour le faisceau claviculaire. Tu vois, je sais reconnaître mes torts. Eh bien, c'est pareil pour les études. On ne va pas bien loin juste avec un résumé, parce que du coup, on ne sait pas si la méthodologie est adaptée à du sport, à de la rééducation, ou une étude complètement inutile faisant office de moyen pour justifier des demandes de subvention. Tu te fous de moi? J'ai expliqué que j'avais pas l'accès à plus loin que l'abstract avec ces deux-là. D'ailleurs, toi non plus, tu vas pas plus loin. J'espère que tu n'oses pas dire qu'aller plus loin, c'est lire l'abstract. Et sur la dernière, on ne sait pas si c'est adapté au sport. Alors déjà, c'est écrit dans le titre que ce sont des powerlifters, et j'ai précisé qu'ils allaient jusqu'à l'échec. Malhonnête. Mais bon, par exemple, pour celle-ci que tu as mentionnée dans ta vidéo, il est écrit noir sur blanc. Les résultats de cette étude supportent l'utilisation d'un banc horizontal pour permettre l'activation des faisceaux supérieurs et inférieurs du muscle pectoral. Là, je vais aborder une autre notion avec toi qui, j'en suis sûr, te sera inconnue, mais bon, je m'y suis résolu, je dois faire une partie de ton éducation. Quand je dis des choses dans mes vidéos, je les tempère. C'est ça, avoir une démarche de qualité. C'est être capable de poser les limites de sa réflexion pour ne pas se retrouver en PLS au premier contradicteur venu avec des bons arguments, mais au contraire pouvoir faire évoluer le débat ou dire « ça je l'ai déjà expliqué ». En l'occurrence pour ce point précis, je l'ai déjà expliqué. Enfin, sur la dernière étude, on n'a vu aucune différence sur les portions du pec. Ce que tu ne mentionnes pas dans ta vidéo, c'est la ligne juste en dessous, qui dit elle que sur certaines portions du mouvement, l'activité du faisceau claviculaire est supérieure. Chose dont je fais déjà cas dans ma vidéo d'ailleurs, mais ça non plus tu ne le dis pas. Évidemment, tu as oublié, oh tu me l'arraches celui-là, tu as oublié de le mentionner dans ta vidéo. L'hôpital qui se fout de la charité. Tu es officiellement atomisé. Du coup, pour le moment, t'es à combien d'hommes de paille déjà? Quelle atomisation à coup de botte de foin! Dis donc, oh, j'ai ramassé! Bon, je suis honnête. Tellement honnête que tu redis exactement la même chose que moi, mais en plus, tu vas faire croire que je l'ai pas dit. Qu'en muscu, on est en moyenne avec des charges vers 75 à 85% de sa répétition maximale. Pourquoi? Comment? Qu'est-ce que c'est que cet axiome sauvage que tu me sors là? Pourquoi on pourrait pas être en dessous de 75% pour développer certains muscles? J'ai l'impression que ta vision du monde est binaire, sans aucune complexité. Aucune subtilité. Là, c'est un point important. C'est marrant parce que tu déballes toutes tes études avec du beau papier cadeau ficelé qui au final ne vont même pas dans ton sens. Quand je dis des choses dans mes vidéos, je les tempère. Or, la tension mécanique d'étirement et de contraction sont les principaux facteurs pour faire grossir un muscle. C'est marrant que tu cites cette étude-là justement. J'étais en train de faire une vidéo à ce sujet, donc je l'ai bien analysée. On va rigoler en termes de crédibilité. Je sais très bien d'où elle vient. Elle vient de la méthode de Lavier 2. Et le plus marrant dans cette étude, c'est que son protocole n'est plus jugé comme étant valide pour inférer sur l'hypertrophie à long terme. Oh, c'est ballot, hein, c'est ballot. En gros, il s'agit de mesurer la synthèse protéique quelques heures après l'effort. Sauf que cette mesure n'est pas corrélée avec l'hypertrophie à long terme. C'est pas parce que tes niveaux de synthèse protéique juste après l'effort sont plus hauts que tu vas avoir de plus gros muscles à long terme. En plus, cette étude a plein d'autres biais puisqu'on a pris des jeunes et des vieux, mais ceux-ci ne s'entraînaient pas habituellement. Donc, même dans le cas léger où on peut faire des hypothèses avec la synthèse protéique, ben ça ne s'applique qu'à des gens qui s'entraînent déjà. Et t'as quoi à répondre à ça, bouffon? Pardon, tu me traites de malhonnête et d'inculte depuis tout à l'heure, j'ai pas pu résister. Pour prouver mes dires, il y a ces études récentes de Brachenfeld, tu sais, le spécialiste mondial de l'hypertrophie. Et pour bien appuyer mes propos, je vais te faire un descriptif de ce que dit cette méta-analyse. Pour rappel, une méta-analyse, c'est le plus haut niveau de preuve scientifique, en dessous du consensus évidemment. Ce qu'elle dit en substance, c'est que tu as les mêmes gains musculaires si tu es en dessous de 60% de l'ARM que si tu es au-dessus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette étude que tu cites toi-même dans ta vidéo, cette étude dit qu'en dessous de 60% de ta ARM, tu vas beaucoup plus activer les muscles que tu veux, par exemple le faisceau claviculaire, grâce à une connexion corps-esprit. Du coup, tu t'es tiré une sacrée balle dans le pied en fait. C'est marrant parce que tu déballes toutes tes études avec du beau papier cadeau ficelé qui au final ne vont même pas dans ton sens. Mais comme tu n'as aucune culture sportive en dehors de Delavier et Gundil et peut-être 2-3 bouquins de physio, bah tu pouvais pas le savoir. Ça, c'est un homme de fer, mon petit. Or, la tension mécanique d'étirement et de contraction sont les principaux facteurs pour faire grossir un muscle. Deuxième effet qui se coule sur le même passage. Si c'est la tension mécanique d'étirement qui provoque le plus d'hypertrophie, alors pourquoi un exercice qui fait travailler le haut de pec en étirement à la fin du mouvement ne serait pas efficace pour le développer, tel que l'incliné par exemple?
pourquoi t'as craché sur les études des étirements passifs de Chris Burtsley alors que tu dis substantiellement la même chose? En fait, comme je l'expliquais, tu cherches juste à avoir raison en bourrant comme un timbré ton biais de confirmation. Ou alors, t'es malhonnête. Malhonnête. Si t'avais fait un peu de travail d'autocritique, tu l'aurais trouvé la faille à ton raisonnement, parce que je pense pas que tu sois débile en plus. Serait de remplacer des putains de fibres musculaires par un bon vieux dynamomètre. Je l'ai déjà dit en live, mais je pense que c'est une bonne idée. C'est quoi cette manie de vouloir tout contrôler là? C'est un peu comme ceux qui ont une montre connectée pour savoir à quel pouls leur cœur battait à 3h38 du matin. Tu sais, si on contrôlait pas tout, il y aurait pas d'avancée scientifique. C'est à la précision des contrôles qu'on sait si quelque chose fonctionne ou non. Tous les instruments sont intéressants. Faut juste arriver à déterminer comment. Mais je suppose que tu es plus malin que tous les préparateurs physiques olympiques qui se servent de plein d'instruments précis pour augmenter les performances de leurs athlètes. Oui, c'est un argument d'autorité. Tu vas faire quoi? Au moins c'est un argument. Non, je n'ai pas fait cette vidéo sur mon propre ressenti, ce serait débile. Surtout que de base, j'aime bien ce putain de développé incliné. J'en ai fait beaucoup, longtemps et sûrement de trop. Ça m'empêchait d'avoir des pecs. Là je te taquine, mais t'arrives à être incohérent en 2 phrases. Comment tu voulais tenir une vidéo de 17 minutes? Frédéric Delavier réagit sans l'avoir regardé pour au final dire pratiquement pareil que moi. Toute la nuance, c'est dans le pratiquement Jean-Hanche. C'est ça que tu occultes. Par malhonnêteté? En fait, t'es un peu comme BFM TV, tu ne diffuses que les informations qui arrangent. Donc voilà, vous avez compris que le grand pectoral, l'incliné, vous bossez bien sûr le faisceau claviculaire, mais ce n'est pas sa fonction principale. On va moins ressentir que dans d'autres mouvements, mais plus on incline, plus on va travailler le haut des pecs. J'ai pas entendu contre-productif moi. Piqûre de rappel, ouais, je te fais une petite piqûre, ça va te faire du bien. Oui, c'est le jeu. T'as joué, t'as perdu. Maintenant, on va parler 2 minutes, ok? Je suis désolé de te le dire, mais de ce que t'as affiché dans la vidéo, t'as absolument pas le niveau pour venir me dire des trucs comme ça. Je parle pas du niveau d'études, les diplômes ça a jamais vraiment compté pour moi. En revanche, clairement, en termes d'éducation à la physiologie et au monde du sport, ce que tu dis ne tient pas la route. Je dis pas que t'es un mauvais coach ou culto, je maintiens ce que j'ai dit dans mes dernières vidéos. Ton niveau de connaissance et ta passion sont largement suffisants pour que t'aies des choses intéressantes à partager à tout le monde. D'ailleurs, je pense qu'en anatomie pure, type genre quel muscle s'insère où, etc., t'es probablement meilleur que moi. T'inquiète, je suis dessus en ce moment, je te rattrape. Mais ici, t'es juste pas sur ton terrain et ça se voit. Les études que tu poses sont dépassées, elles sont à des années-lumière de ce qui se fait actuellement. Ta compréhension même de la tension appliquée à une fibre musculaire est à chier. Moi, je suis un geek au sens littéral du terme. Je passe mes journées à lire les dernières recherches sur le monde de la physio, de la santé, du sport, bref, un peu tout ça. Je les passe pas à donner mon avis sur des sujets que je maîtrise à moitié sur Insta. Et quand je le fais, parce que ça m'arrive, je précise que je suis pas sûr de mes propos. Parce que voilà l'immense lacune du personnage que tu t'es construit, tu n'es pas en capacité d'admettre que tu as tort ou de tempérer tes propos. Ça te ferait du bien d'aller dans le monde scientifique, d'accepter la critique et ça te ferait peut-être descendre de ton petit piédestal. Moi, à comparer d'eux, mais je suis qu'un moustique, un petit geek. Et pourtant, la piqûre que je viens de t'infliger aujourd'hui, elle va probablement laisser des traces. Alors tous les gens fanboys là, qui sont venus me cracher en commentaire « Il t'a atomisé, il a raison !» J'espère que maintenant vous y voyez un peu plus clair et que vous avez pris un peu de plomb dans le crâne. Le but c'est avant tout de vous éduquer, parce que Jean-Hanche, lui, va rester sur ses positions, j'en suis persuadé. Pourtant, je lui ai rendu le boulot facile, j'ai apporté les preuves sur un plateau. Et attention, si demain quelqu'un reprend tout mon argumentaire point par point et démontre avec des preuves et des arguments solides que c'est faux, alors je dirais c'est faux. Mais, je l'ai déjà précisé dans une précédente vidéo, il faut que ce soit des arguments solides. Ceci étant dit, Jean-Hanche, je suis prêt à te tendre la main. Tu te souviens de l'extrait de début? Coopération, réciprocité, pardon. Considère que la phase de réciprocité, elle est terminée. Maintenant, on peut passer au pardon. Si t'es capable d'avoir un échange cordial bien sûr et que t'es pas trop en train de rager devant ton incompétence. Malhonnête.